Le ciel de novembre plombait sur le petit village vigneron, ses teintes de gris s'accordant parfaitement avec la mélancolie du jour des morts. Élisabeth Moreau, 62 ans, marchait d'un pas mesuré entre les rangées de tombes. Son allure était celle d'une aristocrate déchue. Ses cheveux gris soigneusement coiffés, ses vêtements noirs d'une élégance discrète mais impeccable. Dans sa main droite, une couronne de chrysanthèmes blancs tremblotait légèrement. Chaque pas la rapprochait de la tombe de son fils unique, Thomas, disparu voici 10 ans dans des circonstances mystérieuses. La Toussaint, ce jour sacré où les familles honorent leurs morts, avait toujours été pour elle un rituel de résignation silencieuse. Mais aujourd'hui serait différent. Approchant de la pierre tombale, Élisabeth fut soudain figée. Une jeune femme, les traits fins, les cheveux couleur de blé, était agenouillée devant la tombe. Ses doigts déposaient délicatement un bouquet de lavande fraîche. « Il est vivant », murmura-t-elle. Le monde d'Élisabeth sembla basculer. Ces 3 mots, prononcés avec une conviction dérangeante, firent remonter en elle des océans de souvenirs douloureux. La jeune femme se releva rapidement, laissant choir un médaillon en nacre, un objet ancien dont la gravure en français était si personnelle qu'Élisabeth reconnut immédiatement l'écriture de son fils. Tremblante, elle ramassa le médaillon. À l'intérieur, une inscription en écriture cursive. « Maman, quoi qu'il arrive, je reviendrai. » Les mots étaient ceux que Thomas lui avait confiés la veille de sa mystérieuse disparition. Des mots qu'elle avait cru perdus à jamais, ensevelis avec le souvenir de son fils. La jeune femme avait déjà disparu entre les tombes, fantôme aussi rapide que sa déclaration bouleversante. Dans le petit café du village, Élisabeth observait les regards en coin, les murmures, une communauté où le respect des convenances était plus sacré que la vérité. Une mère qui ne fait pas son deuil, entendait-elle. Elle perd la raison. Mais Élisabeth sentait autre chose, une flamme, un espoir fragile mais tenace. Elle savait que sa quête allait bouleverser des vies, briser des silences, rouvrir des blessures. Et peu lui importait. Le marché de la petite bourgade provençale était un kaléidoscope de couleurs et de sensations. Sous la lumière douce de l'automne, Élisabeth Moreau avançait entre les étals, ses yeux méticuleux scrutant chaque visage, chaque mouvement, à la recherche de la jeune femme mystérieuse qui avait laissé tomber le médaillon au cimetière. L'odeur du pain frais se mêlait au parfum des fromages affinés et de la lavande séchée, créant une symphonie olfactive typique des matinées du sud de la France. Ses pas étaient mesurés, chargés d'une détermination qui ne l'habitait plus depuis longtemps. Depuis la supposée mort de son fils, Élisabeth était devenue l'ombre d'elle-même, une femme qui avait accepté le deuil comme un manteau lourd, étouffant. Mais maintenant, quelque chose de différent palpitait dans sa poitrine. Ce n'était pas simplement de l'espoir. Était une certitude viscérale qui défiait toute logique établie. Le marché bourdonnait de vie. Des paysans au visage ridé, des commerçants expérimentés, des femmes avec des paniers débordants de produits locaux, tous semblaient faire partie d'un théâtre social où chacun connaissait son rôle exact. Sauf Élisabeth. Elle était une intruse dans ce décor, une femme prête à briser le silence assourdissant qui recouvrait l'histoire de son fils. Ce fut alors qu'elle la repéra, la jeune fleuriste du cimetière, travaillant maintenant à un étal rempli de bouquets méticuleusement arrangés, Amélie Rousseau. Le nom qu'Élisabeth avait découvert après quelques investigations discrètes dans la petite communauté, une jeune femme de 28 ans, née et élevée ici, fille d'une famille traditionnelle de fleuristes qui servait la région depuis des générations. Elle s'approcha sans hésiter, son élégance aristocratique contrastant avec l'environnement rustique du marché. Les regards alentour se tournèrent immédiatement vers elle. Un mouvement subtil, presque imperceptible, mais chargé de jugement et de curiosité. Dans le village, un mouvement inhabituel suffisait à alimenter des semaines de spéculation. « Mademoiselle Rousseau » appela-t-elle, sa voix contrôlée mais chargée d'une intensité qui fit lever les yeux d'Amélie immédiatement. Les yeux de la jeune femme étaient d'un bleu étonnamment limpide, intelligent et apparemment sans peur.
Quelque chose dans ce regard fit comprendre à Élisabeth que ce ne serait pas une conversation simple. Il y avait de la profondeur là-dedans, des secrets qui demandaient à être révélés. « J'aimerais vous parler, » dit Élisabeth, non pas comme une requête, mais presque comme une déclaration. Amélie hésita un instant. Autour d'elle, le marché continuait sa danse habituelle, des vendeurs vantant leurs produits, des enfants courant entre les étals, des dames échangeant des recettes et des commérages. Mais à ce moment précis, pour Élisabeth et Amélie, le monde semblait avoir gelé. « Un café ?» suggéra Amélie, désignant un petit café traditionnel proche du marché. Le café était de ces endroits intemporels, qui semblaient avoir absorbé des décennies d'histoire dans leurs murs de bois sombres. Des photographies anciennes encadrées, des trophées de chasse, des portraits de générations passées, tout là-dedans, racontaient des histoires silencieuses. Elles s'assirent à une table dans un coin, loin des regards curieux. Élisabeth posa sur la table le médaillon qu'Amélie avait laissé tomber au cimetière. Un geste calculé, destiné à provoquer une réaction. La réaction vint. Les yeux d'Amélie se fixèrent immédiatement sur l'objet. Un mélange de surprise et de reconnaissance. Quelque chose qui allait au-delà d'une simple frayeur, comme si ce médaillon portait des mémoires profondes, douloureuses. « Vous savez quelque chose sur mon fils », affirma Élisabeth, sans détour. Amélie respira profondément. Ses mains, marquées par des années de travail avec les fleurs, tremblaient légèrement. « Je ne sais pas tout, » commença-t-elle, « mais je sais assez pour croire que Thomas peut être en vie. » Et alors, comme si un barrage se rompait, Amélie commença à raconter. Il y avait des années, travaillant dans une petite clinique rurale près de Lyon, elle avait rencontré un homme mystérieux, gravement blessé, sans papier, sans mémoire claire de son passé. Dans ces moments de délire, cet homme parlait sans cesse. Des histoires fragmentées de chants dorés de tournesol, d'une mère perdue, d'une guerre qui semblait avoir dévoré son identité. Ces paroles étaient comme des éclats d'un miroir brisé, difficiles à assembler, mais révélateurs de quelque chose de plus grand. Élisabeth écoutait, chaque muscle de son corps tendu. Ce n'était pas seulement de l'espoir qu'elle ressentait. Était le réveil d'une conviction profonde, presque animale, que son fils était vivant. L'histoire d'Amélienne n'était pas complète. Étaient des morceaux, des fragments qui exigeaient des investigations. Mais était plus que Élisabeth n'avait eu ces 10 dernières années. Était bien plus que le silence sépulcral que sa famille et la communauté avaient construit autour de la disparition de Thomas. « J'ai besoin de plus, » dit Élisabeth. Chaque détail compte. Et ainsi, dans ce café chargé d'histoires non racontées, 2 femmes improbables entamaient un voyage qui allait défier tout ce que la petite communauté provençale considérait comme vérité absolue. Les routes de Provence serpentaient entre des champs de lavande défraîchis par l'automne et des vignobles aux feuilles couleur de rouille. Élisabeth conduisait sa vieille Citroën avec une détermination qui défiait son âge, ses mains agrippant le volant comme si sa vie en dépendait. À ses côtés, posé sur le siège passager, le médaillon de Thomas semblait la guider vers la vérité. Depuis sa conversation avec Amélie au café du marché, un monde de possibilités était ouvert. La jeune fleuriste lui avait parlé d'une clinique isolée près de Lyon où un patient mystérieux avait été soigné il y a des années. Un homme sans identité, sans mémoire, qui murmurait des bribes de souvenirs qui ressemblaient étrangement à la vie de Thomas. Les archives de la clinique seraient son premier indice. Élisabeth avait toujours été une femme de ressources. Avant son mariage, elle avait travaillé comme archiviste dans une importante institution parisienne. Sa méthodologie était sa plus grande force. Patience, organisation, attention aux détails. La clinique se trouvait dans une ancienne propriété agricole reconvertie après la guerre. Des bâtiments en pierre grise, entourés de cyprès centenaires, donnaient une impression de secret et d'abandon. L'automne jetait un voile mélancolique sur le paysage, comme si la nature elle-même cherchait à dissimuler des histoires oubliées. À l'accueil, une infirmière à la cinquantaine marquée la dévisagea avec suspicion.
Ses yeux gris semblaient avoir observé des générations de drames familiaux. « Madame Moreau, dit-elle, son ton oscillant entre le professionnalisme et une certaine réserve, nos archives sont confidentielles. » Mais Elisabeth N. était pas du genre à se laisser décourager. Elle sortit une lettre de recommandation d'un ami avocat, un document officiel tamponné qui ouvrait souvent les portes les plus fermées. L'infirmière hésita, puis finit par la conduire dans une petite salle aux étagères encombrées de dossiers poussiéreux. « Vous avez 1 heure, prévint-elle. Pas 1 minute de plus. » Les archives sentaient le papier ancien et le désinfectant. Chaque dossier était un fragment de vie, classé méticuleusement. Elisabeth commença sa recherche, ses doigts parcourant rapidement les étiquettes, ses yeux scannant chaque document avec une précision chirurgicale. Et puis, soudain, un dossier attira son attention. Le numéro de patient correspondait à une description qu'Amélie lui avait faite. Un homme admis sans identité, portant des blessures qui suggéraient un passé militaire, mais sans aucun document officiel. Les notes du médecin étaient fragmentaires. Patient John Doe, environ 35-40 ans. Traumatisme crânien sévère. Amnésie totale. Fragments de souvenirs incohérents, mention d'une mère, de champs de tournesol, d'un conflit non identifié. Son cœur s'emballa. Ces détails correspondaient trop précisément à ce qu'Amélie lui avait raconté pour être une simple coïncidence. Un document glissa du dossier. Une photographie jaunie. L'homme y était représenté de profil, son visage marqué par des cicatrices, ses yeux regardant au loin, comme perdu dans un souvenir impossible à atteindre. Elisabeth sentit ses jambes faiblir. Ce visage, ses traits, il ressemblait étrangement à Thomas, mais la réalité bureaucratique la rattrapa vite. Un cachet en rouge vif sur le dossier indiquait « Dossier transféré. Direction, Centre de réhabilitation de Valence ». Sa quête ne faisait que commencer. Un transfert signifiait d'autres archives, d'autres pistes à explorer. La bureaucratie française, avec sa passion pour le papier et les procédures, deviendrait son allié involontaire. En sortant de la clinique, Elisabeth reçut un appel de son frère. « Arrête cette folie, suppliait-il. Tu vas tout détruire, la réputation de notre famille. » Mais Elisabeth avait dépassé le stade des considérations familiales. Son unique boussole était maintenant la vérité sur Thomas. La Provence défilait par la fenêtre de sa Citroën. Les champs, les vignes, les petits villages perchés sur les collines semblaient la pousser en avant. Chaque kilomètre la rapprochait un peu plus de la vérité. Chaque virage promettait une révélation. Son fils était vivant. Elle en était maintenant persuadée. Et rien ne l'arrêterait. Les routes sinueuses de la Provence étendaient devant Elisabeth comme une carte de ses espoirs et de ses doutes. Après la découverte du dossier à la clinique, elle avait appris que le patient mystérieux avait été transféré vers un centre de réhabilitation à Valence, puis avait mystérieusement disparu des registres officiels. Chaque kilomètre parcouru semblait la rapprocher et éloigner simultanément de la vérité sur Thomas. Le centre de réhabilitation avait été un labyrinthe bureaucratique. Des fonctionnaires au visage impassible, des dossiers empilés, des tampons administratifs qui semblaient cacher plus de secrets qu'ils n'en révélaient. Un employé plus bavard que les autres lui avait glissé un indice, un nom, Jean Martin, et une adresse dans les hauteurs de la Provence, près de Sisteron. La propriété se trouvait au bout d'un chemin de terre, entouré de ruches qui bourdonnaient comme une symphonie silencieuse. Des champs de lavande s'étendaient à perte de vue, leurs couleurs passaient de la vibrance violette de l'été à des tons plus subtils d'automne. Une ferme traditionnelle provençale, avec ses pierres usées par le temps et ses volets bleus battant doucement au vent. Jean Martin, l'apiculteur, était un homme d'une 40aine d'années, grand, les cheveux entre le châtain et le gris, le visage marqué par des années de travail au soleil. Ses mains, calleuses et précises, manipulaient les cadres de ruches avec une grâce presque méditative. Quand Elisabeth se présenta, il la reçut avec une politesse distante, typique des habitants des zones rurales qui n'aiment pas trop les intrusions. « Je recherche des informations, commença-t-elle.
sur un patient qui aurait été transféré d'un centre de réhabilitation. Un léger tressaillement passa sur le visage de Jean. Presque imperceptible, mais suffisant pour qu'Élisabeth comprenne qu'elle touchait à quelque chose. Il l'invita à entrer dans la maison. L'intérieur était simple, presque monastique, des livres partout, des photographies anciennes, des cartes géographiques. Sur une table, un cahier ouvert montrait des notes méticuleuses sur l'élevage des abeilles, mélange de science et de poésie. « Je ne suis pas sûr de comprendre », dit-il, servant 2 tasses de tisane aux herbes locales. Mais Élisabeth avait développé un 6e sens pour détecter les non-dits. Sa vie d'avant, épouse d'un diplomate, année passée à décrypter les conversations dans les salons parisiens, lui avait appris à lire entre les lignes. Elle sortit la photographie trouvée dans le dossier de la clinique. Jean Martin la fixa longuement, ses doigts tremblant légèrement autour de la tasse. « D'où venez-vous exactement ?» demanda-t-il, évitant de répondre directement. Élisabeth raconta l'histoire de Thomas, sa disparition, les années de silence, sa quête récente. Chaque mot était une confidence, chaque phrase une tentative de percer le mystère qui les entourait. Jean, elle, écoutait, impassible. Mais ses yeux trahissaient quelque chose. Une émotion profonde, un mélange de reconnaissance et de peur. « Ah, les histoires se perdent », finit-il par dire, « mais les familles se retrouvent. » Une phrase énigmatique qui semblait contenir plus de vérité que de simples mots. Élisabeth comprit qu'elle était proche, terriblement proche. La lumière commençait à décliner sur les champs de lavande. Les ruches bourdonnaient leur symphonie ancestrale. Jeanne proposa à Élisabeth de rester pour le dîner, un geste qui en disait long sur sa volonté de continuer cette conversation. Des photographies anciennes étaient accrochées au mur, des images de famille, de paysages, de moments figés dans le temps. Élisabeth remarqua une image qui attira son attention. Un groupe de jeunes hommes, quelque part dans les années 2000, portant des uniformes militaires. Au centre de la photo, un visage qui lui sembla étrangement familier. La nuit tombait sur la Provence. Les secrets commençaient à murmurer. La nuit provençale enveloppait la ferme de Jean Martin d'un voile de mystère. Élisabeth était installée dans une chambre simple, meublée avec une économie de moyens qui parlait de générations de vie rurale. Sur la table de chevet, un livre ouvert révélait des notes manuscrites, des croquis de ruches, des observations méticuleuses sur la vie des abeilles. Le petit déjeuner fut servi à l'aube. Jean Martin avait cette façon particulière des hommes de la terre de se mouvoir silencieusement, comme s'ils faisaient partie intégrante du paysage. Des tartines de pain paysan, du miel fraîchement récolté, du café noir comme la nuit qui s'éloignait. « Vous voulez vraiment savoir ?» dit-il. Ce n'était pas une question. Élisabeth acquiesça. Sa détermination était devenue sa seule compagne depuis des années. Depuis la disparition de Thomas, elle avait appris à transformer la douleur en énergie, le désespoir en action. Jean Martin se leva et ouvrit un ancien coffre en bois, des photographies, des documents jaunis, des lettres, un monde de souvenirs soigneusement conservés. Il en sortit un dossier militaire, portant des cachets officiels qui semblaient avoir été manipulés, modifiés. Thomas N n'était pas simplement un soldat, commença-t-il. Il faisait partie d'une unité spéciale, des missions que personne ne devait connaître. Les révélations tombaient comme des gouttes de pluie. Une unité de reconnaissance dans une zone de conflit non officiellement reconnue. Des opérations secrètes, des informations sensibles. Thomas avait été plus qu'un simple militaire, un agent dont l'existence même devait rester cachée. Il a découvert quelque chose, poursuivit Jean, quelque chose qui menaçait des intérêts puissants, pas seulement militaires, politiques. Élisabeth sentait que chaque mot révélait et cachait simultanément. Le monde des secrets des États N n'était pas nouveau pour elle. Son mari avait travaillé dans la diplomatie, elle connaissait les coulisses du pouvoir. Une photographie attira son attention. Thomas, jeune, souriant, entouré de camarades. Mais un détail intrigant, sur le côté presque effacé, un homme plus âgé observait la scène. Un regard qui semblait tout connaître, tout contrôler. « Qui est cet homme »
demanda-t-elle. Jean hésita. Un silence qui en disait long. Un homme politique influent, quelqu'un qui a le pouvoir d'effacer des identités, de reconstruire des vies. Les heures passèrent. Jean raconta des fragments. Comment Thomas avait été gravement blessé lors d'une mission, comment son identité avait été volontairement brouillée. Un système complexe de protection et de désinformation. Ils l'ont fait disparaître, dit Jean. Pas tuer. Réinventer. Une nouvelle identité, un nouveau nom, une vie construite par-dessus les ruines de l'ancienne. Jean-Martin lui-même semblait être un élément de cette reconstruction. Amélie, la fleuriste, naine, n'était pas un hasard non plus. Elle avait été un point de contact, une connexion délibérée pour maintenir un fil ténu avec le passé. Le téléphone sonna. Jeanne répondit brièvement, son visage devenant immédiatement sérieux. « Nous devons partir », dit-il simplement. Une voiture les attendait, une Renault grise, discrète. Jean conduisait avec une précision militaire, balayant du regard les rétroviseurs, vérifiant constamment s'ils n'étaient pas suivis. « Certaines personnes ne veulent pas que cette histoire soit révélée, » murmura-t-il. Leur destination était multiple, des rendez-vous mystérieux, des contacts soigneusement préparés. Élisabeth comprenait qu'elle était entrée dans un monde bien différent de celui qu'elle avait connu. Un monde d'ombre, de secrets, de états, où chaque révélation pouvait être mortelle. Le soleil commençait à décliner sur les champs de lavande. Les secrets de Thomas se dévoilaient peu à peu, comme des pétales qui s'ouvrent lentement, révélant leur beauté et leur complexité. Élisabeth savait que la vérité était proche, terriblement proche. Lyon-Est éveillait sous une bruine fine, ce type de pluie qui semble faire partie intégrante de l'atmosphère de la ville. Les quais de la Saône reflétaient les lumières automnales, créant un kaléidoscope de gris et de reflets mouvants. Élisabeth et Jean-Martin marchaient côte à côte, leurs pas synchronisés comme celui de deux agents secrets, bien qu'aucun d'eux n'eût jamais officiellement porté ce titre. Leur destination était un café discret, niché dans une rue étroite du vieux Lyon. L'endroit semblait figé dans un autre temps, avec ses miroirs anciens, ses boiseries sombres, ses serveurs en tablier blanc qui semblaient avoir traversé les décennies sans que rien ne les touche. Un homme les attendait. La cinquantaine, costume impeccable, lunettes fines monture, le genre de personnage qui passe inaperçu tout en étant parfaitement visible. Un ancien du renseignement, à n'en pas douter. Marc Dupont, se présenta-t-il, un nom si banal qu'il en devenait suspect. Les présentations furent brèves. Marc connaissait l'histoire de Thomas, pas tous les détails, mais suffisamment pour comprendre la complexité de la situation. Il glissa un dossier sous une serviette en cuir usé. Thomas Sen n'était pas un simple soldat, commença-t-il à voix basse. Il était l'un de nos hommes les plus précieux, un agent capable de s'infiltrer là où personne d'autre ne pouvait aller. Les révélations tombaient comme des gouttes de pluie. Une mission en Afghanistan, des informations sensibles sur des réseaux terroristes internationaux. Thomas avait découvert quelque chose de tellement explosif que sa propre survie était devenue un danger. On l'a fait disparaître pour le protéger, expliqua Marc. Et pour le protéger, lui. Le dossier contenait des photographies, des rapports partiellement censurés, des missions qui n'avaient jamais existé officiellement, des noms barrés, des dates modifiées. Élisabeth comprenait maintenant. Son fils n'avait pas été perdu, il avait été soigneusement effacé, réinventé, protégé. Jean-Martin écoutait, ses mains de paysan posées sur la table. Il semblait être le gardien silencieux de cette histoire, celui qui avait aidé à construire cette nouvelle identité. « Et maintenant ?» demanda Élisabeth. Marc hésita, un silence qui en disait long. Certaines personnes ne veulent pas que la vérité soit révélée. Des gens puissants, politiques, militaires. Un téléphone sonna. Marc jeta un coup d'œil et blêmit légèrement. « Nous devons partir », dit-il simplement. La ville de Lyon se transformait autour d'eux. Les ruelles médiévales côtoyaient des immeubles modernes, un labyrinthe architectural qui reflétait parfaitement la complexité de leur histoire. Ils montèrent dans une voiture discrète. Jean conduisait, Marc à l'arrière avec Élisabeth.
Les regards scrutaient constamment les rétroviseurs, guettant un quelconque signe de filature. « Thomas a une nouvelle vie », expliqua Marc. « Un apiculteur dans la Drôme, loin de tout, protégé, mais pas libre. » Élisabeth sentait son cœur se déchirer. Retrouver son fils signifiait potentiellement le replonger dans un monde de danger. Le perdre à nouveau. La fête des Lumières approchait. Lyon allait s'illuminer de 1000 feux, symbolisant l'espoir et la renaissance. Chaque bougie serait comme une promesse, chaque lumière un fragment de vérité. Ils s'arrêtèrent dans un petit restaurant, un endroit où les conversations pouvaient se perdre dans le brouhaha ambiant. Marc fit glisser une photographie. Thomas, mais pas comme elle s'en souvenait, plus âgé, les traits marqués, un regard qui semblait avoir traversé des mondes. « Il ne se souvient pas », dit Marc. Ou peut-être ne veut-il pas se souvenir. La vérité était là, à portée de main, mais terriblement fragile. Lyon continuait de pleuvoir. La ville gardait ses secrets, comme elle l'avait toujours fait. La Drôme étendait devant eux comme un tableau impressionniste, ses couleurs automnales variant entre l'or des derniers tournesols et le brun profond des champs fraîchement moissonnés. Élisabeth, Jean et Marc approchèrent de la ferme où Thomas, ou celui qui avait été Thomas, vivait désormais. L'exploitation agricole était un havre de paix. Des ruches alignées comme des sentinelles silencieuses, un potager soigneusement entretenu, une petite maison en pierre qui semblait avoir toujours fait partie du paysage. Un chien de berger les observa approcher, sans aboyer, comme s'il reconnaissait quelque chose dans leur démarche. « Il faut être prudent », murmura Marc. « Sa réaction peut être imprévisible. » Élisabeth sentait son cœur battre à un rythme qui n'avait plus rien de régulier. Retrouver son fils, ou plutôt l'homme qu'il était devenu. Tant d'années de silence, de douleur, de recherche se condensaient dans ce moment. L'homme les vit arriver. Thomas, ou plutôt Antoine Martin, le nom sous lequel il vivait maintenant, sortit de la grange. Grand, les traits marqués par des années de travail au champ, le regard intense, un regard qui semblait avoir traversé des mondes. Il y eut un moment de suspension, comme si le temps lui-même retenait son souffle. « Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal », commença Jean, utilisant un ton qu'il réservait aux moments les plus délicats. Antoine les observait, pas avec peur, avec une curiosité froide, calculée, les mains légèrement tendues, prêtes à réagir au moindre mouvement suspect. Élisabeth fit un pas en avant. Sa voix tremblait, mais sa détermination était intacte. « Thomas !» murmura-t-elle. « Mon fils !» Un tressaillement passa sur le visage d'Antoine. Pas de reconnaissance. Mais quelque chose, un mouvement infime qui trahissait une émotion profondément enfouie. Marc prit la parole. Il raconta, pas tout, mais suffisamment, les missions secrètes, les dangers, la nécessité de le faire disparaître pour le protéger lui, et protéger les informations qu'il détenait. « Vous avez été effacé », expliqua Marc, « pour éviter que certains réseaux criminels ne vous retrouvent. » Antoine les écoutait, impassible en apparence. Mais ses mains tremblaient légèrement, un détail que seule une mère aurait pu remarquer. Amélie, la fleuriste, avait été un point de contact, une connexion délibérée pour maintenir un fil ténu avec son passé, une façon de lui rappeler qui il avait été sans le mettre en danger. « Je ne suis pas cet homme », dit Antoine, mais sa voix manquait de conviction. Élisabeth sortit alors quelque chose, un objet qu'elle avait gardé secret jusqu'à ce moment. Un jouet, un petit soldat de plomb qu'elle lui avait offert pour ses 7 ans, un objet que seul Thomas pouvait reconnaître. Le regard d'Antoine changea. Quelque chose se brisa dans ses yeux, un barrage émotionnel qui s'effondrait lentement. Des souvenirs, fugaces, incomplets, mais présents, un chant de tournesol, le rire de sa mère, une chambre d'enfant à Paris. Des moments qui semblaient avoir été arrachés de sa mémoire, mais qui restaient tapis quelque part, dans les recoins les plus profonds de son être. « Maman » murmura-t-il. Un mot, un seul, mais qui contenait des océans de émotions. La nuit commençait à tomber sur la Drôme. Les champs de lavande devenaient sombres, les ruches bourdonnaient leur symphonie ancestrale. Élisabeth et Thomas, ou Antoine,
où les deux à la fois se regardaient enfin, vraiment. La fête des Lumières à Lyon transformait la ville en un rêve éveillé. Des milliers de bougies illuminaient les rues, les façades, les places historiques. Chaque lumière était une promesse, chaque flamme une histoire de renaissance. Et pour Élisabeth et Thomas, Antoine, cette nuit serait celle de leur propre résurrection. Ilcès était installé dans une petite auberge près de la Saône. Un endroit discret, loin des regards, où les secrets pouvaient respirer librement. Marc et Jean avaient organisé leur protection. Les réseaux qui avaient cherché à effacer Thomas comprendraient maintenant que sa disparition naine était plus un secret. « Raconte-moi » demanda Élisabeth. Et Thomas parla, par fragments. Des souvenirs comme des éclats de miroir brisés, sa mission en Afghanistan, des informations sur un réseau international de trafic qui impliquait des politiques, des militaires de haut rang. Ce qu'il avait découvert menaçait des intérêts tellement puissants qu'ils avaient choisi de l'effacer, plutôt que de risquer une exposition. Amélie, la fleuriste, avait été un point de contact, une façon de maintenir un fil ténu avec son passé sans le mettre en danger. Chaque bouquet de lavande était un message codé, chaque rencontre une tentative de raviver des souvenirs. « Ils m'ont réinventé », dit-il. Antoine Martin, un apiculteur, une vie simple, loin de tout. Élisabeth comprenait maintenant, son fils n'avait pas été perdu, il avait été protégé, sauvé d'une mort certaine par un réseau complexe de personnes qui comprenaient les enjeux de sa découverte. Marc les rejoignit. Les dernières pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Les documents qu'ils avaient récupérés révélaient l'ampleur du réseau criminel que Thomas avait percé à jour. Des connexions entre politiques, militaires, réseaux terroristes. Un monde d'ombre où rien n'était jamais ce qu'il paraissait. La ville de Lyon continuait de briller. La fête des Lumières célébrait la Renaissance. Chaque bougie était un espoir, chaque flamme une promesse de vérité. Amélie les rejoignit. La fleuriste, qui avait été le premier fil conducteur de cette histoire. Elle apporta avec elle un album photo, des documents qu'elle avait soigneusement conservés, des preuves, des fragments de la vie de Thomas avant sa disparition. « Vous êtes une famille maintenant » dit-elle simplement. Le mot « famille » résonna différemment. Ce « N » était plus seulement un lien de sang. « C » était une histoire de résilience, de patience, de vérité. Jean Martin les observait. L'ancien agent qui avait aidé à protéger Thomas comprenait que leur combat N n'était pas terminé. Les réseaux qu'ils avaient dérangés chercheraient à se venger. Mais pour l'instant, ils avaient gagné. Dans la nuit de Lyon, entre les lumières des bougies, Élisabeth serra son fils dans ses bras. Pas Thomas, pas Antoine, simplement son enfant. Retrouvé après des années de silence et de recherche, Marc les prévint. Ce n'est pas fini, mais vous êtes ensemble maintenant. Amélie déposa un bouquet de lavande, un symbole, un recommencement. Les lumières de Lyon continuaient de briller, témoins silencieux d'une histoire de rédemption. Un nouveau chapitre commençait.